Salut tout le monde! Aujourd'hui un format un peu spécial parce qu'on vous diffuse le café philo que j'ai animé la semaine dernière sur la place du travail dans nos vies. C'est le sujet actuel de mes recherches et c'est un thème qui a fait beaucoup débattre. Vous allez voir, la discussion avec la salle est très animée, donc on espère que ça vous intéressera aussi et on vous attend en commentaire pour avoir vos idées sur le sujet. À bientôt! On est accueillis ce soir par The Boson Project parce que cette démarche philosophique qu'on a initiée avec Philophonie résonne profondément avec leurs convictions, avec nos convictions au sein du Boson Project, qui est pour décrypter la société, pour décrypter ces enjeux complexes, il faut croiser les regards et notamment avec les sciences humaines. Et c'est pour ça qu'on leur fait une part belle ce soir et puis au quotidien dans notre travail. Philophonie, c'est un collectif qui vise plus précisément à décrypter les grands enjeux philosophiques posés par le travail, le monde professionnel, les questions qu'on peut se poser dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que pour nous en parler, c'était naturel qu'on lance cette réflexion avec Céline Marty, qui fait partie du collectif et qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer ce café philo. Donc Céline est professeure agrégée de philosophie, donc professeure en classe de terminale, et elle prépare un projet de thèse en philosophie du travail. Et donc ce soir, ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'abord une introduction de Céline sur le thème de ce soir, donc d'une vingtaine de minutes pour vraiment poser le cadre de la réflexion, poser les grands jalons de cette question qui nous habite, quelle place pour le travail en 2020. Et à l'issue de cette présentation, on ouvrira la discussion avec vous, donc sous la forme d'un café philo. Donc concrètement, ça veut dire que vous pourrez prendre la parole librement pour poser des questions, pour partager vos réflexions et qu'on puisse comme ça avancer tous ensemble. Et l'événement se terminera à 21h environ. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à The Boson Project pour l'accueil, à tout le collectif de Philophonie également qui s'est impliqué pour réaliser cet événement, et puis à vous tous d'être venus discuter avec nous ce soir. Merci. Alors, sur la question de la place du travail dans nos vies et la place du travail en 2020, la réponse semble d'abord évidente. Le travail est omniprésent dans l'organisation de nos vies. Probablement que vous êtes venus après votre journée de travail, donc vous avez concilié un événement sur le travail après votre journée de travail. Le travail, c'est la réponse qu'on donne souvent à la question « tu fais quoi dans la vie ?» Et la première activité qui nous vient en tête, ce n'est pas de dire qu'on fait de la natation, qu'on aime les lasagnes ou qu'on aime regarder Netflix, mais c'est de se définir par notre travail. Donc l'emploi vient participer à une définition essentielle en fait de nous-mêmes et il va falloir comprendre pourquoi, d'où ça vient, si ça a toujours été le cas. Et ceci n'a rien d'évident, de se demander si ça a toujours été le cas. Donc on voit vraiment que en 2020, la place du travail dans nos vies semble évidente parce que le travail semble omniprésent, aussi bien dans notre représentation de nous-mêmes vis-à-vis des autres et vis-à-vis en fait de soi-même, que dans notre emploi du temps et que dans nos projets d'avenir. Là, vous allez vous projeter vis-à-vis des projets de professionnels que vous pouvez avoir, etc. Mais pour autant, on peut se demander pourquoi donner autant de place à une activité qui, en fait, peut concentrer autant d'aspirations contradictoires. Parce que le travail, c'est à la fois donc le lieu où qu'on investit d'un projet existentiel, mais c'est aussi un lieu de contraintes où en fait on doit se plier à 1000 contraintes qui s'imposent à nous. Et c'est à la fois un lieu valorisé et chargé d'émotions personnelles, politiques et collectives, mais c'est aussi un lieu où les conditions sont parfois difficiles et c'est aussi peut-être un lieu qu'on cherche à fuir ou du moins une activité qu'on cherche à réduire dans notre emploi du temps en lui donnant progressivement moins de place. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la place que le travail prend dans nos vies aujourd'hui en 2020 n'est peut-être pas si évidente et si nécessaire au sens où elle n'a pas toujours été ainsi. Et donc ce sera l'occasion aussi ce soir de revenir un peu sur cette histoire du travail pour comprendre comment on en est arrivé à notre société de l'emploi.
Donc, pour réfléchir à la place du travail dans nos vies, je vous propose tout d'abord de réfléchir en 3 temps, vieille habitude de philosophie. On commencera par réfléchir à la place du travail aujourd'hui qui est si évidente et à voir comment notre projection dans l'emploi en fait structure toutes nos façons de penser, toutes nos représentations et toute notre vie en général. Puis on verra comment le travail a pris cette place en fait par une sorte de généalogie historique et d'histoire des idées. Et enfin, on verra que le travail pourrait avoir une autre place. Peut-être qu'on pourrait le déplacer, voire le remettre à sa place. Donc, on va filer la métaphore de la place. Évidence parce que dès notre plus jeune âge, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Et se faire plus tard, c'est pas faire du vélo le week-end. Se faire plus tard, c'est le métier dans lequel on se projette. On voit que de plus en plus d'aspirations professionnelles sont projetées en fait dès le plus jeune âge, dès l'école, où on demande aux enfants de faire des choix de métier, et de plus en plus tôt au collège et au lycée de faire des choix d'orientation en fonction des métiers qu'ils vont envisager. Il y a des reproches vis-à-vis du système scolaire français de ne pas assez préparer les gens au monde professionnel, de ne pas être assez ancré en contact avec la réalité. Alors qu'en fait, cette fonction de l'école qui devrait être une préparation au monde professionnel n'a rien d'évidente dès lors qu'on a pu plutôt attendre de l'école qu'elle forme des citoyens engagés ou tout simplement des citoyens heureux et non pas forcément des individus qui s'apprêtent à avoir un emploi sur le marché du travail. Donc, on voit que avant même la vie professionnelle, tout dans la préparation des enfants oriente en fait vers ce futur emploi qu'on leur demande d'ailleurs de trouver assez rapidement. Ensuite, dans l'exercice même de notre vie personnelle et professionnelle, on voit que l'emploi définit notre identité personnelle, donc cette identité qu'on présente aux autres quand on se présente en soirée auprès de gens qui ne nous connaissent pas. Et on voit aussi que c'est parce que on se projette dans notre identité professionnelle que certains peuvent avoir des regrets vis-à-vis de leur travail en disant que qu'ils ne trouvent pas assez de sens dans leur travail ou du moins que leur travail n'est peut-être pas en concordance avec leurs valeurs personnelles. Et donc c'est justement parce qu'on projette autant de sens existentiel dans cette activité qu'on peut lui reprocher parfois de ne pas réussir en fait à assurer cette fonction. On note toutefois déjà des différences en fonction des classes sociales. Quand on demande aux gens en fait si leur travail est important pour leur identité et si leur travail dit quelque chose d'eux-mêmes, en fait on voit que 70% des cadres et professions intellectuelles supérieures disent que oui, alors que ce n'est que le cas de 30% des ouvriers non qualifiés. Donc on voit aussi déjà que la place du travail dans nos vies n'est pas juste un rapport individuel ou générationnel, mais en fait est défini en fonction des possibilités que nous offre le marché de l'emploi et de notre catégorie sociale. Ensuite, on voit l'omniprésence de l'activité de travail à partir du moment où on envisage toutes nos activités à l'extérieur par rapport à notre travail. D'un point de vue logistique, en termes de temps, on organise toujours nos activités extérieures, nos lobbies, nos vacances, etc. par rapport à notre temps de travail. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller faire du yoga à 16 heures en pleine journée de travail, etc. Ou du moins, on devrait le justifier, parce que ce n'est pas la journée de travail traditionnelle. Donc, on voit que toutes nos activités extérieures sont pensées comme moins importantes, ou du moins comme des temps annexes par rapport au temps principal que devrait être le travail. Et l'emploi plie toutes nos autres activités à son calendrier. Et ça peut devenir notamment compliqué à partir du moment où on a une vie familiale et des impératifs qui peuvent en fait être compliqués à concilier avec l'emploi, comme les impératifs de garde d'enfants, etc. Et à ce sujet, on voit aussi que c'est plus souvent aux femmes qu'on demande de concilier vie personnelle et vie professionnelle, alors qu'en fait, comme si c'était une compétence personnelle, comme si c'était quelque chose que certains étaient capables de bien faire et pas d'autres, alors qu'en fait, cette difficulté de concilier temps de garde d'enfants et activité professionnelle est aussi due à des raisons structurelles de façon dont on organise les gardes d'enfants en France, etc. Donc souvent, on fait reposer cette injonction personnelle sur les personnes en leur disant « toi, tu sais pas bien concilier vie pro, vie perso », alors qu'en fait, ces difficultés ne reposent pas tout simplement sur les épaules de chacun, mais sur la façon dont on a organisé le travail et les modes de garde d'enfants, par exemple.
D'un point de vue pratique aussi, on se rend compte qu'avec tout le développement des moyens numériques, des smartphones, des ordinateurs, etc., on peut toujours avoir accès en fait à nos outils de travail et on peut toujours avoir accès aux tâches professionnelles qu'on est censé faire. Et donc, d'une certaine façon, le travail est potentiellement toujours omniprésent dans notre tête parce qu'il y a peut-être toujours une tâche dont on se rappelle à des 20 minutes en se disant tiens, il faut que je fasse ça, même si c'est le soir, même si c'est le week-end, etc. Et donc, avec l'essor de ces technologies aussi, le travail empiète d'autant plus notre temps et notre espace mental. Par-delà les activités hors du travail, on a aussi l'impression qu'il y a une sorte d'extension de ce qu'on appelle la rationalité économique, c'est-à-dire le fait d'appréhender toutes nos activités sous un prisme productif, en se disant, en réfléchissant à ce que nous coûtent les activités et à ce qu'elles nous rapportent. Et ainsi, vous allez peut-être faire le choix entre votre yoga et la piscine en fonction de ce que ça vous coûte et en fonction de ce que ça vous rapporte. Souvent, on appréhende ça aussi par rapport au travail, en se disant, bon bah ok, le yoga, le théâtre, ça me permet de déstresser, de revenir reposer, et en plus, ça me donne de l'aisance à l'oral, et comme ça, dans mes présentations de projets, j'ai l'air plus à l'aise, etc. Et donc, en fait, on a l'impression que même toutes les activités qui sont hors dehors du travail sont pensées dans ce but même qu'est le travail. Et on arrive même à se, disons, déculpabiliser de regarder Netflix le week-end en se disant que de toute façon, c'est important de revenir reposer pour le lundi, donc autant glander. La glande est permise dès lors qu'elle est productive. Ce qui est en fait une façon productiviste d'appréhender ces activités. Alors ensuite, d'un point de vue peut-être plus sociologique, sur l'évidence de cette place de l'emploi, on constate que la norme de l'emploi sur laquelle s'est fondé du moins l'État social avec nos assurances sociales, chômage, maladie, retraite, etc., c'est la norme du CDI à temps plein. Et toutes les formes atypiques d'emploi, que ce soit les CDD, les contrats courts, l'intérim, toutes les formes qui ne sont pas CDI, semblent en fait des formes un peu bizarres. Et les gens vous disent quoi, mais quand est-ce que tu vas avoir ton vrai CDI, pouvoir te poser dans la vie, etc. Et on a vraiment l'impression que la norme de l'emploi, c'est un emploi qui est durable, qui est stable et qui nous prend tout notre temps. Si vous demandez un temps partiel, on risque de vous considérer comme quelqu'un qui ne veut pas autant travailler que les autres, comme un feignant, etc. Donc, on voit que toutes les formes atypiques de l'emploi comme le temps partiel et les formes non CDI sont considérées comme des expériences hors de la norme du temps plein. De même, l'expérience du chômage est vécue aussi bien sur le plan individuel que sur le plan politique et collectif comme une anomalie qu'il faudrait résoudre. Si vous êtes au chômage, on va vous dire bah, vite, il faut retrouver un autre emploi. C'est une période de transition vers un temps qui serait, lui, le temps de la stabilité de l'emploi. De même, nos politiques gouvernementales considèrent que le plein emploi est la norme et que le chômage est une anomalie qu'il faut à tout prix résoudre et on essaye à tout prix de diminuer le taux de chômage, même si pour cela, il faut parfois truquer les chiffres de Pôle emploi. Bon, par ailleurs, après le chômage et après le travail, on voit aussi que le temps de retraite est considéré comme un temps qui en angoisse beaucoup parce qu'en fait, le temps libre n'a jamais été valorisé en tant que tel. Et une fois qu'on perd cette activité professionnelle, on a un peu l'impression de se sentir démuni, de perdre une partie de notre identité et tout simplement de ne plus savoir quoi faire. Au point que certains vous disent qu'ils préfèrent encore travailler plutôt que de partir à la retraite parce que à quoi bon partir à la retraite, à quoi ça sert encore extension de la rationalité économique. Donc, on voit par toutes ces dimensions à quel point le travail est omniprésent dans nos vies et dans notre organisation sociale. Pour autant, l'emploi n'a pas toujours eu un tel rôle fondateur dans notre organisation sociale et dans les projets existentiels humains. Ce que montre Dominique Méda, c'est qu'il y a eu proprement une invention du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et elle part d'une analyse en fait des sociétés qui ne sont pas fondées sur le travail, où le travail n'est pas le moyen d'obtenir un revenu pour satisfaire ses besoins. Et pour ça, elle prend à la fois exemple sur les sociétés primitives, donc des chasseurs-cueilleurs, où en fait les chasseurs-cueilleurs ne passent que 2 heures de leur temps par jour à satisfaire leurs besoins. On pourrait avoir l'impression que les chasseurs-cueilleurs, dépendants de la chasse et de la cueillette, qui peuvent être plus aléatoires, le temps d'aller trouver du gibier, etc., peuvent avoir besoin de passer plus de temps à travailler, mais en fait ils n'ont besoin que de 2 à 4 heures par jour parce que leurs besoins sont plus limités aussi.
Et donc, il y a des sociétés qui ne sont pas structurées autant que les nôtres sur le travail. C'était aussi le cas de la Grèce antique, où toutes les activités de production, à savoir production de ressources nécessaires pour vivre, étaient considérées comme des activités en fait serviles, effectuées par des esclaves, donc pas valorisées en tant que telles, à l'inverse des activités qu'on appelle autonomes, c'est-à-dire qui ont pour but en fait seulement l'activité elle-même, à savoir la science, la philosophie, l'éthique et la politique. Donc en Grèce antique, vous avez un cadre qui est complètement différent d'une autre, parce que les activités de commerce, les activités d'approvisionnement, de production de ressources sont très dévalorisées socialement en fait, et le but des citoyens grecs, c'est plutôt d'avoir du temps, de pouvoir se permettre d'avoir du temps pour réfléchir, pour faire société ensemble, pour se consacrer à de l'éthique, à de la politique et à la science. Et c'est intéressant de voir que ces activités-là n'étaient pas considérées comme du travail, alors qu'aujourd'hui on aurait tendance à dire qu'un chercheur travaille, qu'un scientifique travaille, etc. Mais pour eux, il y avait vraiment une différence entre les deux, parce que les activités de production ont pour but, sont un moyen pour satisfaire nos besoins, alors que la philosophie, l'éthique, la politique ont leur but en elles-mêmes, et elles ne servent pas à quelque chose. Donc après cette analyse des temps grecs anciens, ensuite elle montre que dans l'Empire romain ça reste à peu près pareil et que ça change en fait à partir du Moyen-Âge avec progressivement une valorisation du travail, notamment en raison du christianisme, d'une condamnation morale de la paresse, aussi du fait que certaines activités artisanales et ouvrières sont valorisées parce qu'en fait elles permettent d'occuper les mains tout en laissant l'esprit libre à Dieu. Mais au Moyen-Âge, toutes les activités commerciales, mercantiles sont condamnées parce qu'elles n'ont que de but de produire de la richesse, ce qui est encore en fait une activité condamnée à l'époque. Progressivement, ça va être accepté. Saint Thomas d'Aquin, alors que Saint Augustin condamne ces activités, Saint Augustin va les accepter à condition qu'elles soient utiles à la communauté. Donc on va accepter le commerce si c'est utile à la communauté et non pas juste pour le plaisir d'accumuler des richesses, un plaisir personnel. Et donc, il y a des changements progressifs dans la façon dont on perçoit le travail dans la société, mais pour autant, au Moyen-Âge, le travail n'est pas un facteur structurant de la société, parce qu'en fait, la société est structurée sur des fondements traditionnels de sang, etc. Et par une structure sociale qui ne se fonde pas sur le travail, parce que les élites sociales, le clergé, les élites aristocratiques, etc., ne travaillent pas, en fait. Et donc, on a encore des modèles sociaux qui ne travaillent pas. Pour Médas, ça va changer en fait au XVIIIe siècle avec l'économie politique qui va chercher à comprendre toutes les activités de production et économie politique qui va valoriser en fait le commerce en lui-même. Donc là, vous avez les idées de Montesquieu et d'Adam Smith qui vous disent que le commerce c'est génial parce que ça assure la paix entre les nations, que ça produit de la richesse et donc ça élève le niveau de vie et le confort. Et pour Médas, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le travail devient un élément central parce qu'en fait, Smith va utiliser le concept de travail pour englober toutes les activités de production. Et il va dire que tout ce qui produit de la richesse est du travail. Et donc là, on va avoir un concept englobant qu'on n'avait pas du tout auparavant quand on distinguait activités artisanales, ouvrières, etc. Donc ça, on a un premier temps de l'invention du travail, comme l'appelle Médas, qui est un temps en fait où on unifie toutes les activités de production avec ce concept de travail. Mais pour autant, à l'époque, il n'y a que ces activités de production matérielle qui comptent comme du travail. Le magistrat, le politicien ne travaillent pas pour Smith parce qu'ils ne produisent pas de la richesse économique. Ensuite, dans la deuxième étape, dans cette invention du travail, c'est progressivement le sens en fait qu'on va donner à cette activité, en disant que le travail est le lieu de la création humaine et de l'expression humaine et de la libération de l'homme. Et ça, c'est un sens qui va progressivement se développer avec Hegel et Marx. Et Marx va ensuite condamner le travail dans sa forme salariée capitaliste en disant que c'est une forme qui ne permet pas à l'homme de développer ses potentialités humaines et d'expression parce que le salarié doit se plier à des contraintes imposées par le capitaliste et ne peut pas décider de ses modalités de production notamment. À partir de la critique de Marx de la société capitaliste à l'aide d'un idéal de travail, on va en fait garder l'idée que le travail pourrait
être idéal, pourrait être libérateur, expressif, etc., s'il était bien organisé. Et c'est au nom de cet idéal de travail parfait, en fait, que les conditions de travail actuelles vont être critiquées. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les mouvements politiques ouvriers vont s'organiser pour améliorer les conditions de travail et progressivement dire qu'en fait, le travail est une activité nécessaire pour subvenir à ses besoins et vont ensuite progressivement parler de droit au travail. Et donc, là, on a tout un paradoxe qui se crée au 19e et au 20e siècle dans les luttes politiques, qui est qu'en fait, à la fois, le travail, l'emploi est considéré comme un lieu d'aliénation, un lieu de contrainte où l'individu ne peut pas complètement se libérer parce que on lui impose des contraintes de l'extérieur, mais en même temps, c'est l'activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Et donc, on va construire en fait le droit social sur ce travail. Et les mouvements politiques ouvriers vont notamment demander à ce que tout le monde puisse avoir du travail, parce que le travail devient la seule façon de subvenir à ses besoins. Et paradoxalement, à partir de là, alors que le travail était considéré comme un lieu aliénant de contraintes, on va en fait fonder toute notre protection sociale sur l'emploi. Et c'est ce qui se passe notamment après la Seconde Guerre mondiale, quand on décide de fonder la sécurité sociale. Et en fait, que la sécurité sociale, l'assurance chômage, maladie, retraite, grossesse, etc., se fondent sur le fait d'avoir travaillé et sur le fait d'avoir cotisé. C'est parce que tous les mois, vous avez un emploi avec un salaire et que tous les mois, vous payez des cotisations salariales et que votre employeur paye des cotisations patronales, que vous avez ensuite le droit à des mécanismes de sécurité sociale. Si vous ne travaillez pas, effectivement, si vous vous arrêtez un moment de travailler, période de chômage, vous pouvez avoir le droit au chômage si vous avez travaillé antérieurement, alors que si vous ne travaillez pas du tout, vous êtes exclu de la solidarité nationale. Vous êtes exclu des mécanismes de sécurité. Donc, certes, certains mécanismes de protection ont été mis en place, comme le RSA et la CMU. Ça reste des moyens qui ne permettent pas suffisamment de vivre en termes de revenus, etc. Donc, on voit qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, dans la façon dont on appréhende l'État social, on fonde en fait la sécurité sociale sur l'emploi. Et donc, l'emploi devient une étape nécessaire en fait pour acquérir une protection sociale. Alors qu'il y avait cette distinction donc au début du XXe siècle entre le travail plutôt artisanal et ouvrier et de l'autre côté les tâches commerciales ou de direction, etc. À partir de la sécurité sociale et donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'emploi va s'élargir à toutes les catégories de la population. Et donc, on va parler d'emploi pour les cadres, et même ceux qui ont des modalités de contrat de travail un peu différentes, comme les indépendants, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, etc., vont s'inscrire dans la sécurité sociale aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, on étend la solidarité nationale à toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, on est à un moment où le travail est investi en fait et fonde nos droits sociaux et progressivement se voit investi aussi de fonctions affectives. Peut-être aussi pour justifier le fait qu'il soit aussi présent dans nos vies et progressivement l'emploi se voit en fait considéré comme l'activité existentielle par excellence, l'activité dans laquelle on se projette, on se réalise, on y cherche du sens pour l'insérer dans notre projet de vie. Ce n'est pas nécessaire que ce soit cette activité qui prenne autant de place dans nos vies et qui prenne un sens aussi existentiel. Alors, en parallèle de ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi un usage qui est politique en fait du terme de travail, qui a pour but de dévoiler toutes les activités de production qui n'étaient pas considérées comme du travail auparavant. Et c'est pour ça qu'on a notamment des militantes féministes qui parlent de travail domestique. Et donc, on étend progressivement le concept de travail à des formes non salariées en disant il y a du travail domestique à la maison, c'est pas parce que la femme n'est pas payée pour le faire qu'elle ne travaille pas, et donc il faut reconnaître que la femme participe aussi à produire de la richesse, non pas comptabilisée dans le PIB, mais pourtant une richesse dont la société a besoin, ne serait-ce qu'en procréant et en renouvelant la population. Donc, on voit que progressivement, sur le courant du 18, 19e, 20e siècle, on a une extension en fait de la place du travail dans nos vies, du concept de travail, et le travail est devenu une évidence en fait dans nos vies, et on a l'impression d'en voir partout, même par-delà notre activité proprement salariée. Pourtant, d'autres formes d'activité et de rapport au monde non productivistes sont aussi possibles.
D'une part, en considérant les mutations de la société de l'emploi, on voit qu'en fait la forme du CDI à temps plein ne semble plus aussi évidente qu'auparavant, d'autant plus qu'elle semble aussi plus difficilement accessible. Donc on a l'impression qu'elle se fait plus rare. Et en plus, dans un contexte de chômage et dans un contexte peut-être d'affaiblissement des mécanismes de protection sociale, toutes les formes discontinues de l'emploi, toutes les formes atypiques, CDD, temps partiel, etc., sont en fait synonymes de précarité financière. Ce qui n'était peut-être pas le cas pendant les 30 Glorieuses, parce que quand bien même vous étiez en intérim ou vous aviez des CDD pendant les 30 Glorieuses, vous pouviez retrouver très facilement du travail. Ce qui n'est plus le cas dans une société de chômage de masse et où les mécanismes de protection sociale sont peut-être amoindris. Et enfin, on remarque que même dans des CDI qui semblent parfaits sur le papier, certains de ces personnes avec ces CDI parfaits, en fait, s'ennuient et ressentent une sorte de questionnement profond en ayant l'impression qu'ils ont les fameux bullshit jobs. Donc, on a l'impression que même la forme de CDI à temps plein n'arrive plus complètement à satisfaire. À partir de là, on peut se demander en fait pourquoi on charge l'activité de travail d'autant d'aspiration. Pourquoi on charge d'autant de sens une activité qui est en fait aussi contrainte et aussi déterminée par des facteurs qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que notre choix de profession, de carrière, d'emploi va être déterminé par notre lieu de naissance, par la famille dans laquelle on a été éduqué, par les possibilités d'éducation qu'on a eues, par ensuite les possibilités de carrière qu'on a eues. Mais tout ceci, en fait, tous ces facteurs nous échappent plus ou moins, comme le montrent aussi les études sociologiques qui montrent comment les jeunes s'orientent au lycée, dans le supérieur, et qui montrent ensuite les choix que font les individus dans leur choix de carrière. Et d'ailleurs, on voit que c'est aussi, par exemple, déterminé très fortement par le genre, dès lors que les femmes ont tendance à s'autocensurer pour certains postes ou à se heurter au plafond de verre. Donc, on pourrait se demander pourquoi une activité qui est aussi contrainte, qu'on ne maîtrise en fait aussi peu, pourquoi cette activité aussi contrainte devrait-elle être l'activité principale de notre vie et devrait-elle être l'activité dans laquelle on se réalise? Pourquoi une activité qu'on choisit aussi peu, d'une certaine façon, devrait être la seule de notre vie à laquelle on accorde autant d'importance? Et on voit que cette remise en question progressive de la place du travail dans nos vies se diffuse peut-être petit à petit auprès je ne sais pas forcément des jeunes générations, mais en tout cas se diffuse auprès des travailleurs, parce que certains expriment le souhait d'avoir du temps hors du travail, d'avoir peut-être du temps pour d'autres activités, notamment pour la sphère familiale. Certains en fait aspirent même à des changements très radicaux de place dans l'organisation sociale, soit en s'extrayant de la société de l'emploi et en s'inscrivant dans des communautés alternatives où l'emploi n'est pas du tout, le travail n'est pas du tout organisé de la même façon. Certains revendiquent un revenu universel inconditionnel, c'est-à-dire une somme qui serait versée et garantie par l'État et suffisante pour vivre, pour que les individus puissent choisir l'activité, salariée ou non, qu'ils puissent faire, sans être préoccupés par le besoin d'avoir un salaire pour être rémunérés. Et enfin, on voit que même à l'international, ces questions continuent de se poser dès lors que certains pays organisent différemment leur temps de travail. Par exemple, aux Pays-Bas, vous avez fréquemment des week-ends de 3 jours. Donc le vendredi est considéré comme une partie du week-end, ce qui vous laisse quand même à peu près la moitié de la semaine au travail et la moitié de la semaine en congé. Et on voit aussi que en Suède et en Finlande, ces interrogations viennent aussi dès lors que la première ministre finlandaise vient de proposer une semaine de 20 heures de travail, en le justifiant en disant qu'elle pensait que les gens dans la société pourraient avoir besoin de passer plus de temps avec leur famille ou à faire d'autres activités que le travail, comme du lien social et la culture. On voit aussi que même en France et à l'international, certaines entreprises réorganisent le temps de travail, soit en l'organisant donc avec un week-end de 3 jours, soit en proposant des journées de travail de 5 heures pour permettre aux individus d'avoir du temps en fait hors du travail. Donc on voit en fait que toute la façon dont on appréhende l'organisation sociale du travail, cette organisation n'est pas du tout figée dans le marbre. Elle n'a rien de nécessaire parce qu'elle n'a pas toujours été ainsi.
parce qu'elle a évolué en fonction des mouvements politiques, en fonction des choix de société qui ont été faits. Et donc, en fait, ce qui donne de l'espoir, c'est qu'on se dit que tout est possible et tout est à faire aussi en termes d'organisation du travail, dès lors que rien n'est figé et que nous pouvons choisir collectivement d'organiser différemment le travail, peut-être pour répondre à d'autres aspirations des individus, de travailler moins, de passer plus de temps avec leur famille ou dans d'autres activités, ou d'organiser la comptabilisation du temps de travail différemment, par exemple en incluant les études dans le temps de travail. Donc, en tout cas, on voit que la façon dont on organise le travail n'a rien d'évident et n'a rien de nécessaire. On peut l'organiser différemment. En fait, c'est un choix politique plutôt que le résultat de certaines variables économiques. Et à partir du moment où c'est un choix politique, eh bien, ça veut dire qu'on peut en discuter collectivement. Et que c'est d'une certaine façon un choix de société, de se demander pour quelle vie en fait on veut avoir, comment on veut répartir notre temps de vie sur cette planète ensemble, et comment on veut organiser tout ça pour arriver, disons, à satisfaire les aspirations de chacun. Et donc, c'est la question que maintenant je vous pose. Quelle place voulez-vous donner au travail dans votre vie, dans vos projets existentiels, et comment on peut envisager une organisation sociale à partir de ces aspirations? Merci. Je remarque que tu assimiles beaucoup, enfin entièrement, le travail au travail salarié. Oui. Or, depuis quand même déjà un certain temps, la part du travail salarié dans le travail plus général a diminué en fait. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des activités libérales qu'avant, et ça change le rapport au travail et la place du travail dans la société. Donc en fait, cette définition du travail comme travail salarié, elle est à mon sens un peu réductrice par rapport à ton analyse de la place qu'on accorde au travail dans nos vies. Donc, toutes les professions libérales, tous les métiers artistiques, tous les indépendants n'entrent pas dans cette définition du travail. Oui, pas dans la définition du travail salarié, mais le travail au sens de l'emploi. L'emploi, c'est-à-dire ce qui te permet de subvenir à tes besoins, ce qui te permet d'acquérir un revenu, ce qui est le cas pour les professions libérales et pour les professions artistiques dès lors qu'on a le statut d'intermittent du spectacle. Donc, en effet, plutôt que c'est que à l'origine, en fait, les critiques politiques sont venues pour critiquer le salariat, et progressivement, on est passé à une société de l'emploi où même les formes non salariées, en fait, les formes libérales, etc., commerçantes, se sont intégrées dans le cadre de l'emploi, notamment parce qu'elles ont été intégrées dans la sécurité sociale, en fait, et que maintenant, les professions libérales participent aussi à des cotisations, etc. Donc, on peut dire que le paradigme du salariat, il est plutôt là au 19e, et c'est d'ailleurs ce que critiquent aussi bien les socialistes utopiques que les communistes, etc. Et ensuite, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, on étend cette catégorie, on parle plutôt d'emploi, en effet. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on a pensé le droit social, le droit du travail, à l'origine, il n'est pas pensé pour les professions intellectuelles, il n'est pas pensé pour les professions libérales. À l'origine, le droit du travail, le droit social, au 19e siècle et au 20e siècle, c'est en fait le droit industriel des ouvriers. Et donc, alors que à l'origine c'est une préoccupation d'un secteur en particulier, notamment un secteur où en fait il y a beaucoup de mortalité, il y a beaucoup de souffrance dans les conditions de travail, progressivement le droit du travail va s'étendre en fait à toutes les formes d'activité dans la société, et y compris les formes non salariées. Voilà, si je peux préciser comme ça. Moi, je vais revenir sur... Alors, en effet, en Grèce, le travail était déconsidéré, mais il était basé sur l'esclavage. Enfin, oui. La vie de la société était basée sur l'esclavage. Et il y a eu deux autres grosses évolutions. C'est d'une part la taylorisation de Fordisme qui a transformé aussi le salariat avec l'abrutissement du salariat avec le répétitif. Et aujourd'hui, avec tous les métiers solitaires, ubérisation notamment, où d'une part, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que le travail ne permet plus de subvenir à ses besoins. Il y a des gens qui ont un travail qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Et deuxièmement, ça a enlevé aussi une autre fonction du travail. Le travail, c'était aussi quelque chose de social. Et moi, je vois en psychiatrie, un patient qui ne travaille pas, c'est un patient qui est beaucoup plus isolé, beaucoup plus seul.
Et c'est pour ça aussi que Marx disait le travail, c'est l'homme est un animal qui travaille. C'est parce que nous, on a même ce qu'on appelle des ESAT, des établissements de soins et d'aide par le travail, où le but, c'est que le travail aide à sociabiliser et à structurer la vie de l'individu. Sur la Grèce antique, en effet, c'était fondé sur l'esclavage, etc. La question, c'est de savoir si on pourrait pas réorganiser la répartition entre les tâches nécessaires dont on a besoin pour subvenir à nos besoins, type l'agriculture, à minima. Et ça, soit par les mécanisations, ou soit en acceptant tous de participer à cet effort productif. Ensuite, sur la socialisation par le travail, en fait, et c'est aussi la façon dont le formule Méda, en disant que c'est pas parce que à un moment historique de nos sociétés, le travail est devenu une fonction de socialisation, mais a en fait reçu cette fonction de socialisation, mais un peu de façon secondaire, parce qu'en fait, on n'a pas fondé le travail pour organiser les hommes ensemble et leur permettre de se sociabiliser. C'est plutôt qu'à force de mettre les gens dans le même endroit pendant 10 heures par jour, ils ont fini par se parler entre eux. Mais donc, la thèse de Méda, c'est que la fonction sociale du travail, en fait, n'est que contingente. Elle n'est que due à la façon dont on a organisé le travail aujourd'hui. Et si on constate de l'anomie, des sentiments de pas être intégré socialement, des impressions de manque de liens sociaux chez les individus qui ne travaillent pas, c'est parce qu'en fait, on n'a pas valorisé d'autres activités qui permettraient de socialiser. Mais en fait, vous pouvez très bien avoir des gens qui ne travaillent pas, mais qui s'investissent dans l'association du coin, dans leur village, etc. C'est aussi parce que le travail est venu répondre à un besoin, à un facteur social, est devenu un facteur social quand on a eu un effondrement des réseaux traditionnels de sens. On a perdu le sens du village, la socialisation par le village, et donc dans l'anomie des grandes villes, le travail est une façon de socialiser. Mais c'est juste une façon dont on a organisé la société. En fait, ça pourrait être une autre activité. Et d'ailleurs, on pourrait donner d'autres activités que le travail pour socialiser les gens. L'école, c'est une forme de socialisation qui ne passe pas par le travail au sens... on peut réfléchir sur la façon dont on considère le travail à l'école, mais au moins, à l'école, les tâches sont pour soi, alors que dans le cas du travail, les tâches sont souvent c'est une contrainte au sens où les tâches sont pour autrui. Comment est-ce que tu analyses le fait que le travail puisse justement les aider et comment est-ce que ça fonctionne? Parce que les patients qui sont en ESAT, c'est les patients qui touchent aussi l'allocation adulte handicapé. Donc déjà, il y a le terme handicap. Et le handicapé, justement, c'est aussi celui qui ne travaille pas pour un certain nombre. Et le fait d'intégrer les patients handicapés dans les entreprises, quel que soit le type de handicap, ça leur rend leur statut, en fait... alors, soit on est dans la vision marxiste, on dirait leur statut d'homme, en tant qu'animal qui travaille, soit au moins un statut de citoyen à part entière qui n'est plus dépendant de la société. La rationalité économique avait été un moteur au fait que le travail s'étende, ce concept de travail s'étende tout le temps. Pourtant, dans la théorie économique, le travail c'est des utilités, des plaisirs qu'on consent à faire pour obtenir autre chose. Et du coup, si on était vraiment dans la rationalité économique, on devrait travailler comme un société. La rationalité économique au sens de l'économie politique qui considère toute activité d'après sa production de valeur. Mais en fait, en microéconomie, le travail c'est une activité qui nous coûte et donc qui ne nous apporte pas et on peut chercher à la diminuer. Mais en fait, la façon dont Smith appréhende le travail, c'est plutôt à un niveau macro de se dire comment maximiser la richesse de la société. Et donc ça passe en maximisant les facteurs de production et en essayant de l'organiser le plus efficacement possible pour lui permettre de produire le plus possible. Donc c'était pour la façon dont les différentes branches de l'économie peuvent appréhender l'activité de travail. Et ensuite, quand on parle d'extension de la rationalité économique, c'est pas forcément c'est plutôt sur toutes les activités aussi hors du travail qu'on appréhende d'après un facteur comme un facteur de production. C'était plutôt en ce sens-là. Mais oui, je suis d'accord que au niveau micro, le but ce serait de réduire en fait toute activité qui nous coûte. Mais en même temps, on cherche aussi à rendre rentable toutes nos activités. C'était en ce sens-là que je voulais parler de rationalité instrumentale. J'ai l'impression qu'il y a une valeur travail en France en tout cas qui n'est pas liée à la rationalité.
Valorisation du travail. Oui, c'est ça. C'est exactement ce dont MEDA fait la généalogie, en montrant qu'il y a eu une valorisation progressive du travail qui, en fait, n'a rien d'évident parce que ce n'était pas du tout le cas auparavant. Et cette valorisation, en fait, elle est née au 19e siècle, aussi bien chez Hegel et Marx, et ensuite les socialistes, et en même temps les socialistes utopiques, mais qu'en fait, elle avait rien d'évident. Et d'ailleurs, en fait, auparavant, les modèles sociaux qu'on avait, les modèles un peu d'élite, d'excellence, etc., c'est le dandy, c'est non mais c'est les modèles religieux, c'est les nobles, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Et en fait, réfléchissons aujourd'hui aux modèles sociaux qu'on a, aux figures sociales qui nous sont présentées comme le top du top, ce sont des entrepreneurs. On nous présente plus le dandy l'oisif comme une figure à valoriser, en fait. Et donc, la valeur travail est devenue une valeur à un certain moment de notre histoire politique et sociale. Aussi à partir du moment où la société n'a plus été structurée par des ordres, le clergé, le tiers-état et la noblesse, n'a plus été structurée par des réseaux traditionnels avec l'affaiblissement en fait des rentiers en raison de la Première et de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu en fait beaucoup d'inflation qui ont mis tous les rentiers au tapis et qui leur ont demandé en fait de trouver une profession. Et je pense qu'il y a eu un changement de mentalité même auprès des élites, alors qu'auparavant la profession politique était considérée et la politique était considérée comme une activité hors travail. Aujourd'hui, toutes les activités sont appréhendées comme du travail. Et un politicien vous dirait qu'il travaille, et d'ailleurs il travaille beaucoup, et il se couche tard, etc. Et donc en fait, toutes les activités hors du champ économique même sont considérées comme du travail aujourd'hui. C'est dans ce sens-là aussi l'extension de la valeur travail et l'hypervalorisation de l'activité en fait. Il y a quand même des arguments extrêmement forts en faveur de la définition de soi par le travail qui serait finalement la manière dont je contribue au collectif qu'est la société. Et de fait, on voit que, et du côté des rentiers, alors des rentiers d'aujourd'hui, qui seraient plus soutenus par des valeurs traditionnelles, des valeurs aristocratiques, et du côté des chômeurs, on peut empiriquement constater qu'on est vraiment du côté de l'élévation de soi et de vie qui avance tout droit et dit c'est assez rare. On voit plutôt que l'oisiveté, aujourd'hui en tout cas, dans la plupart des cas, empiriquement, il me semble, ne nous donne pas assez de poids pour pouvoir avancer dans la vie. Ça, ce serait à évaluer parce que J.K. Rowling a écrit Harry Potter en étant au chômage, hein, mais ce serait à évaluer le potentiel de créativité, au chômage ou chez les rentiers, etc. Aujourd'hui, si vous avez plus de chances d'évoluer dans le monde scientifique en étant rentier et en n'ayant pas besoin d'un contrat à l'université que en ayant un contrat à l'université. Du coup, est-ce qu'on parle du travail ou est-ce qu'on parle de l'emploi rémunérateur? Est-ce qu'on parle de sa vie ou on parle du travail? Voilà. C'est un loisir, parce que il me semble que c'était une obsession, elle faisait que ça, et si je me souviens bien, voilà, elle a passé son temps à se faire jeter et à remettre sur l'établi son travail, pour finalement écrire ce qu'elle a écrit. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du travail, de ce qui donne forme à ma vie, de la façon dont je me mets en forme à la faveur de la mise en forme du monde, tout comme ça, ou est-ce qu'on parle de la manière dont je gagne de l'argent et la raison pour laquelle je suis capable de payer des impôts? MEDA parle plutôt de l'emploi en disant qu'il y a des activités hors du travail salarié, hors du travail rémunérateur, mais en fait en questionnant la légitimité d'appeler ces activités hors de l'emploi, d'appeler ces activités de travail. En fait, pourquoi on appelle toutes nos activités similaires en fait à des activités de production, mais en même temps c'est pas des activités de production économique. Pourquoi une œuvre créatrice, on va appeler ça du travail? Donc il y a eu des tentatives de répartition conceptuelle. Par exemple, Arendt a distingué le travail, l'œuvre et la politique, en disant que le travail c'est l'asservissement à la nécessité, ce dont on a toujours besoin pour subvenir à nos besoins là tout de suite maintenant, alors que l'œuvre c'est ce qui va permettre de durer dans le temps, c'est ce qui va rester. Et dans ce sens-là, J.K. Rowling a produit une œuvre au sens
sens où elle a produit quelque chose de durable qui va qui va perdurer dans le temps. Et ensuite l'activité politique qui serait elle dénuée en fait, détachée des besoins économiques, etc. Mais en effet, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué de départager ces activités dès lors qu'on peut dire que même dans des activités rémunératrices, il y a une part d'œuvre dès lors qu'elles participent, qu'elles permettent en fait de laisser quelque chose derrière nous. Et en même temps, pourquoi on a besoin de dire qu'on travaille quand on lit un truc qui vient de sortir et qui nous fait plaisir? Pourquoi on a besoin de dire qu'on travaille quand on fait des choses pour nous, en fait? Et peut-être que la distinction qu'on pourrait faire, c'est une distinction entre le travail qu'on fait pour les autres, parce qu'on est contraint, parce que ça fait partie de la société, parce que ça nous permet d'apporter quelque chose à la société, et les activités qu'on fait pour nous. Et dans ce cas-là, alors soit là c'est par exemple une distinction que fait Gors en disant on a d'un côté les activités hétéronomes que vous faites parce que vous y êtes contraint, parce que ça vous permet d'appartenir à la société, etc. Et les activités autonomes que vous faites pour vous sans subir des contraintes imposées de l'extérieur. Et là-dessus, vous avez à la fois l'ambiguïté parce que parfois vous pouvez dire activité hétéronome et activité autonome, ou vous pouvez dire travail autonome et travail hétéronome. Bon, là-dessus, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de voir où est la contrainte. Qu'on nous impose en fait soit pour avoir une rémunération, soit pour participer à la société, et quelles sont les activités qu'on fait pour nous. Il y a une distinction entre une activité qu'on fait pour nous et une activité qu'on fait pour les autres. Moi je ne vois pas de la distinction parce que dans certains cas, on fait à la fois une activité qu'on fait pour nous, mais également pour les autres. Un artiste qui se produit, par exemple, à la fois il fait une activité pour lui-même et une activité pour les autres. Alors, oui, mais dans la finalité, ok, son œuvre va bénéficier aux autres, mais en fait, il le fait d'abord parce qu'il a envie de faire quelque chose dont il est fier, etc. Et les contraintes apparaissent moins dans son processus aussi. Un artisan, il est plus ou moins contraint et il fait des choses pour les autres et il est content de ce qu'il fait. Alors, c'est pas parce que les gens sont contents qu'ils ne sont pas contraints. Bah, oui, mais l'artiste est contraint aussi parce qu'il est contraint à une forme de performance, à une forme d'excellence devant son public. Donc je ne suis pas très d'accord avec... Mais de toute façon, c'est bien sûr qu'il y a une forme de contentement, etc., dans le service des autres aussi. Mais en fait, votre activité, elle est contrainte, et d'ailleurs c'est ce pourquoi on est rémunéré, aussi parce qu'elle bénéficie aux autres. Et les temps de loisirs, c'est des temps que vous faites pour vous. A priori, les temps de loisirs, les temps d'activité en dehors, personne ne nous demande d'aller à la piscine. Et c'est justement pour ça, en fait, que ce n'est pas le même rythme que le travail. C'était pour ça que j'utilisais cette distinction. Je distingue les loisirs et le travail. Mais une autre question, je voulais vous poser une autre question, en tout cas réfléchir sur une autre question, c'était sur le fait que vous disiez que le travail, en tout cas l'organisation du travail était un choix uniquement était un choix. Moi, je pense que parfois c'est une réponse à une situation donnée. Par exemple, l'organisation du travail au 19e siècle, c'était parce qu'il y avait une situation sociale qui était là, et les gens ont été contraints ont été contraints d'organiser le travail de cette manière-là, et ont été contraints d'avoir un droit du travail qui respecte les salariés parce qu'ils savaient qu'autrement, soit la société allait se désagréger et personne ne le survivrait, soit parce que si vous voulez en tout cas continuer à survivre, c'était une nécessité. En tout cas, c'était une nécessité plus que pour moi, c'était plutôt une nécessité plus qu'un choix. Oui, c'est un choix politique, mais la question c'est qui prend la décision politique. Mais en fait, la situation du salariat et de la révolution industrielle, elle est le produit déjà de choix politiques antérieurs, de vouloir mettre l'accent sur le développement économique des sociétés, et c'est des choix que toutes les sociétés n'ont pas fait. Je voulais pas dire que c'était un choix que toute la population avait approuvé avec un référendum, etc. C'était plutôt, en fait, c'est toujours des décisions politiques qui sont prises en situation. Je suis d'accord avec ça. L'année dernière, il y avait une étude qui était sortie qui disait en France qu'il y avait à peu près 3 millions de jeunes qui n'étaient ni en études, ni en emploi, ni en formation. Et je veux dire, c'est pas parce que ces jeunes-là, d'une part, on avait remarqué que ces jeunes-là étaient les plus isolés dans le pays, ceux qui en tout cas, ils ne se sentaient pas utiles à la société. Alors, quelle réponse on peut apporter à ces jeunes? Si le travail est le seul facteur de lien social, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas donné assez de poids aux autres activités qui seraient facteurs de liens sociaux. Notamment, en fait,
tout le secteur civique et politique, en fait. Dans le fond, vous pouvez très bien avoir des chômeurs qui s'investissent dans un parti politique, ils s'en tireront pas anomiques, en fait. C'est pour ça que la différence entre contrainte et choix me semble aussi pertinente, parce que le militant politique, il a le choix d'arrêter quand il veut. Quand il devient député, quand il devient rémunéré par le parti, il doit rendre des comptes au parti. Et il doit, en fait, répondre à des contraintes qui lui sont imposées par le parti. Si le parti lui dit, toi, t'es payé, tu vas aller faire tel et tel truc, il peut pas dire, non merci, j'ai pas envie. Alors que dans vos loisirs, vous avez le droit, dans tout ce qui n'est pas considéré comme de l'emploi, vous avez le droit de dire, non merci, j'ai pas envie. Je pense qu'au sein des contraintes qu'impose nécessairement tout travail, en fait, tout travail, reste une marge plus ou moins large, plus ou moins étroite de choix. Et à l'inverse, dans toute activité choisie, il y a un fond incompressible de contraintes. Et donc, il y a toujours des contraintes et toujours au sein des contraintes, une part de choix. Et à l'inverse, dans toute activité choisie, il réside des contraintes. Tu ne vas pas avoir le même rapport aux contraintes, et justement parce que tu sais que si on t'impose, si on te convoque à une formation que t'as pas décidée, bah t'as pas le choix, tu vas y aller. Alors que si ta piscine elle est fermée, tu dois changer de piscine, bah tu peux répondre à la contrainte différemment. Mais je suis d'accord dans le fait avec le fait qu'il y ait une part de choix aussi dans l'activité professionnelle. Bon, par ailleurs plus ou moins différente en fonction des classes sociales aussi. Et en plus, de toute façon, il y a des parts de contraintes matérielles dans nos loisirs. Mais en tout cas, c'est pas le même rapport à la contrainte. Tu sais que tu acceptes la contrainte parce que tu sais que tu aimes l'activité et que tu veux faire ça. Alors que dans ton emploi, on peut t'imposer des contraintes dont tu ne veux pas et tu n'as pas le choix. Avec les échanges, j'étais en train de me dire, mais au fond, quel est le problème de la contrainte par ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce que de toute façon, le fait qu'une activité soit contrainte lui fait perdre de la valeur en tant que telle, ou on pourrait vouloir dire qu'on a réduit notre part de liberté et d'autonomie ? Est-ce qu'on ne peut pas se choisir des contraintes ? Je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions, mais juste pour finir là-dessus, mais je lisais un article qui expliquait qu'on était beaucoup plus créatif quand on partait de contraintes. Bah oui, d'ailleurs, c'est la fameuse angoisse de la page blanche. Et à l'inverse, quand on nous donne un exercice littéraire ou autre avec pas mal de contraintes, finalement, c'est un peu plus facile parce qu'on a des accroches. Voilà. Donc là, je fais une petite digression par rapport à cette question de la contrainte dans le travail, mais enfin, sur la contrainte, enfin, le concept, quand on prend un peu de recul dessus, c'est finalement, est-ce que c'est négatif en tant que tel ? Est-ce que la contrainte, le cadre, c'est pas premièrement nécessaire dès lors qu'on est en interaction avec autrui ? Et donc, voilà, première question. Et puis deuxième chose, est-ce que la contrainte, c'est pas justement ce qui va être un levier de création, Mais encore une fois, il y a des contraintes que tu choisis et que tu acceptes volontairement en sachant que ça fait partie des règles du jeu, et il y a des contraintes que tu ne choisis pas en fait. Et pour le statut indépendant, etc., profession libérale, vous avez des avocats, des médecins qui sont en profession libérale qui aimeraient en fait avoir un statut salarié, et tout simplement la façon dont leur profession est structurée ne leur permet pas. Bon, à moins qu'ils ne soient juristes d'entreprise, ils n'ont pas forcément envie, etc. Mais en tout cas, la contrainte, je suis tout à fait d'accord qu'elle existe même dans les loisirs, etc. Mais c'est plutôt qu'on ne la ressent pas de la même façon. Dans l'emploi, les contraintes qu'on vous impose, si elles sont négociables, tant mieux, mais souvent on vous impose des contraintes auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Alors que dans le loisir, du moins on accepte. Oui, mais en fait, en choisissant le loisir, tu acceptes la contrainte en fait. Voilà, il y a eu un acquiescement qui fait aussi qu'on accepte certaines contraintes. Alors qu'il y a certaines contraintes qui nous tombent dessus sans qu'elles aient été prévues dans le contrat en fait. C'est un rapport au contrat. Quand vous faites un contrat de location, contrat de travail, vous savez les modalités du contrat. Alors que dans votre activité d'emploi, il peut y avoir des contraintes qui s'imposent à vous alors qu'elles n'étaient pas précisées telles quelles. Alors que dans le loisir, a priori, les contraintes, vous les connaissez dès le départ. Tu as dit que l'organisation du travail, c'était un choix politique. Et du coup, je me demandais ce que ça recouvrait, cette notion de choix politique. Est-ce que c'est le fruit de facteurs contingents qui aboutissent à des décisions en situation, comme tu disais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a une intentionnalité derrière avec l'idée que, je ne sais pas si en français, de grand méchant loup, l'idée qu'on donne tant d'importance à notre travail, et du coup, tant de temps à notre travail, on n'a plus le temps de groupements subversifs, de révolution, de je ne sais pas. Enfin, il y a aussi un intérêt du politique à ce qu'on donne tant d'importance à notre travail.
D'une part, je pense qu'en effet, l'organisation du travail est le fruit de choix politiques contingents et pas toujours concertés par toutes les organisations, etc. Mais qu'en tout cas, ça s'est fait dans notre histoire politique. Et ensuite, sur la finalité politique de l'organisation du travail, oui, on peut très bien interpréter le travail en ce sens-là. Nietzsche critiquait déjà les apologistes du travail en disant que le travail est la meilleure des polices. Le travail vous fait lever spontanément le matin, vous fait prendre le RER sans même qu'on ne vous y force. En fait, et Nietzsche était déjà très critique en fait du travail en disant que c'est une forme de domination qui nous pousse en fait à adopter certains comportements et à éviter d'autres comportements. Et dans la lignée en fait de cette pensée-là, vous avez d'une part certaines formes d'anarchisme qui proposent aussi de dépasser le travail entendu comme contrainte et facteur de discipline et de facteur aussi de domestication de la population. Et vous voyez aussi que la façon dont le travail s'est imposé dans l'histoire, ça c'est une généalogie que fait Foucault légèrement dans Surveiller et punir, mais où en fait il montre que l'hôpital général tel qu'il s'est formé au XVIe siècle, il me semble, a progressivement en fait mis au travail toute une partie de la population qui était un peu anomique, qui était un peu, en fait les fous quoi. Ils traînaient dans la rue, on les a mis, on leur a dit viens là et viens bosser quoi. Et c'était du travail forcé. Et Foucault parle d'une mise au travail progressive aussi de la population, en datant ça historiquement, en se disant tous les marginaux, ceux qui traînent dans la rue, on va utiliser leurs bras et on va leur faire quelque chose. Et au moins, ça nous permettra de contrôler ce qu'ils font. Donc en effet, le travail peut être pensé aussi comme une façon de domestiquer la population et de lui demander de s'intéresser à des activités économiques qui vont lui permettre, en fait, de toujours l'intégrer dans le cadre économique, c'est-à-dire que toutes les activités sont appréhendées d'après leur productivité, leurs bénéfices sur notre employabilité. Est-ce que c'est bon pour ma carrière ou pas ? Ensuite, ça va nous pousser à faire des choix en termes de crédit immobilier et compagnie. Le crédit immobilier va vous obliger à avoir un salaire pendant 25 ans. Et donc, vous ne sortez pas de la forme du travail de la société contemporaine. Donc, en effet, c'est une analyse qu'on peut faire et qui est faite notamment actuellement par David Graeber et par tous ceux qui proposent d'organiser différemment le travail avec un revenu universel aussi, en disant on contrôlera moins ce que vous faites si vous n'avez plus cette activité de travail. Et d'ailleurs, c'était un peu aussi les slogans de mai 68. On ne veut pas passer notre vie à la gagner, on en a marre de cette vie qu'on nous impose, des cadres dans lesquels on nous met, etc. Donc en effet, c'est une lecture qu'on peut faire. Mais le fait qu'on charge le travail de cette valeur expressive, donc c'est le lieu où on peut s'exprimer, s'investir, où on peut participer à la société et la transformer, le fait que de façon assez nette et assez massive, nos concitoyens, nous tous, on s'investisse dans le travail de cette manière-là, c'est bien le signe que ça peut être également un lieu non seulement de réalisation personnelle, mais aussi de transformation de la société. Tu choisis ton travail parce que tu lui donnes un sens donné qui va te permettre de t'investir, de voir, d'agir pour faire advenir les changements que tu as envie de voir dans la société. Et tu vas du coup, de façon consciente, te dire tu vas choisir tel travail pour arriver à tes fins. Donc à l'inverse, on peut aussi le voir comme le lieu de transformation de soi et de la société. Mais ce que dit aussi Ménel, c'est plutôt que c'est une fonction qu'on attribue au travail de façon contingente, qui n'est pas intrinsèque au travail, qui pourrait être donnée à une autre activité. On pourrait dire, changeons la société, non pas par un travail qui a du sens, mais par une activité associative qui a du sens. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que cette fonction dont on charge le travail pourrait être confiée à une autre activité. Si je peux me permettre, le travail qui est critiqué par certains penseurs contemporains qui, disons, dénoncent une société du tout travail et qui voudraient en sortir, c'est un travail par lequel on doit gagner sa subsistance et un travail par lequel on gagne des droits sociaux. Et ce sont les deux contraintes actuelles qui pèsent et qui stressent beaucoup de gens, qui seraient résolues, par exemple, si on avait un revenu universel qui donne immédiatement à tous des moyens de subsistance, n'est-ce pas, pour le défendre. Non, mais c'est vraiment l'idée. On parlait de quelles contraintes on parle, on parle exactement de ces deux contraintes-là, gagner sa vie et avoir des droits sociaux et une protection sociale. Actuellement, ça dépend d'un travail aussi bien salarié que d'auto-entrepreneur. Il faut gagner sa vie, mais si on imagine que les revenus des activités automatisées, mécanisées et des impôts, on va dire, des plus riches et de ceux qui
veulent continuer de travailler sont reversés dans le commun, beaucoup pourraient être libérés de ces deux contraintes-là. Et dans ce cas-là, on n'aurait plus besoin d'appeler travail des activités militantes, associatives, etc. pour les reconnaître comme du travail. Parce qu'en fait, à quoi ça sert d'appeler les activités militantes et associatives et tout ce que vous faites à la piscine de travail? Non mais à quoi ça sert en fait, quel est le but d'appeler ça travail? Quand on a étendu le concept de travail aux activités domestiques, c'était pour dire que les femmes participaient à la production de richesses nationales et qu'il fallait leur reconnaître des droits sociaux pour ça, et potentiellement indépendants du mari, et c'était avec des propositions de salaire, salaire universel pour les femmes dès lors qu'elles travaillent à la maison. Et donc c'était dans ce cadre-là qu'on a étendu le concept de travail. À quoi ça sert de parler de travail militant et de travail associatif, si ce n'est pour dire que, ok, les gens font des trucs utiles. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce concept de travail où on peut pas juste dire, c'est une activité par lesquelles les gens font des trucs. Pourquoi on appelle ça travail, quoi? Ce que je veux dire, c'est à quoi ça sert d'appeler ça du travail? Quand c'est un usage politique, on comprend, c'est pour faire reconnaître une production de richesse et pour leur demander des droits sociaux. Mais si c'est juste voilà, si, à moins qu'on parle de travail militant, de travail politique, de travail des étudiants, pour leur dire, donc ils participent à la richesse nationale, donc donnez-leur des droits sociaux. Dans ce cas-là, ok, c'est un but politique d'extension du concept. Alors, ce que vous dites, ça présuppose quand même donc cet accès au loisir, si vous voulez, parce que je généralise un petit peu, mais le loisir de l'activité, on va dire non salariale et non productive. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une inégalité un peu dans cet accès, cette capacité à se donner des loisirs? Je pense très bêtement, et on en a tous à mon avis autour de cette table, des amis, des proches plus ou moins, qui face à une période de chômage, de période d'emploi, étaient littéralement tétanisés et effrayés de l'absence d'emploi. Et qu'on pas spécialement, on n'a pas tous une passion. Ah oui, bien sûr. Donc, oui. Non seulement, de surcroît, je veux dire, à une époque où il y a des outils technologiques qui sont des véritables vortex, où les gens sont capables de passer, des ados, vous pouvez lire beaucoup d'études sur des ados qui sont capables de passer 6, 7, 8 heures sur leur téléphone, sur des réseaux sociaux. Dans quelle mesure le travail voilà, je ne veux pas défendre le travail, mon point. Le point, c'est juste de dire que il y a une inégalité, à mon avis, forte dans la capacité à s'ouvrir à des loisirs et à des activités extra-travail, si vous voulez. Et donc, en fait, ça nécessite une refonte assez forte du système éducatif, de plein de choses, parce que ça... Sinon, on va créer, en fait, quelqu'un a évoqué Wall-E, ça va être ce genre de moment où la technologie est capable d'absorber, en fait, ce temps. Et je pense, sincèrement, que des entrepreneurs américains ont ça un peu en tête. Parfois, ceux qui défendent le revenu universel, à mon avis, ils imaginent ce genre de choses. C'est une espèce d'individus qui ne seraient que pas des marques, mais des utilisateurs un peu excessifs de leurs propres outils, parce que tout le monde n'a pas n'est pas en mesure, ou enfin, je ne sais pas quel est le mot, je veux pas, c'est pas une question essentielle, mais je veux dire, il y a des inégalités face au loisir. Alors, tout à fait. Sur les inégalités face au loisir, d'autant plus que la sociologie a bien montré qu'on ne faisait pas les mêmes loisirs en fonction de notre classe sociale, qu'il y avait des logiques de distinction, de faire un loisir mieux que les autres, etc. D'autre part, pourquoi actuellement tout le monde n'a pas des loisirs, des passions, blablabla, c'est aussi parce que c'est pas une activité qui est valorisée dans la société et que l'activité principale sur laquelle on devrait concentrer nos efforts, c'est le travail. Ensuite, quand on parle de temps hors du travail, il n'y a pas que les loisirs. Il y a tout simplement le temps passé avec les amis et la famille. Et là, voilà, c'est du travail. Bon, le temps passé avec les amis et la famille, ça déjà, ça résoudrait potentiellement des problèmes d'anomie. Et ensuite, c'est des demandes que vous trouvez dans toutes les classes sociales. Même dans les classes sociales les plus populaires et défavorisées, etc. Si vous proposez aux parents d'avoir plus de temps avec leurs enfants, ils sont ravis. Au contraire, ils ont plutôt des problèmes de rentrer très tard chez eux et de pas avoir l'impression de pouvoir élever leurs enfants. Donc, par-delà le luxe de choisir est-ce qu'on fait du surf ou est-ce qu'on fait la rando, il y a d'abord une question à quoi sert ce temps hors du travail. Et en fait, peut-être qu'en plus, c'est ce temps passé à éduquer les enfants, etc., ça pourrait être un temps en fait dont la société a besoin dès lors que élever les enfants, ça fait partie de la richesse nationale, en fait. Et que les problèmes d'éducation des enfants, c'est ensuite des problèmes sociaux qu'on retrouve tout au long de la vie des potentiels enfants. Donc,
par-delà la question des loisirs, il y a tout d'abord aussi une envie, je pense, qui est forte, de passer du temps hors du travail pour faire des activités que les individus choisissent. Que ce soit passer du temps avec la famille si ça nous manque, ou que ce soit faire du tricot si on a envie de faire ça. Et ensuite, sur le côté, les activités qui vont aspirer, les activités à qui vont bénéficier le salaire, le revenu universel ou des choses comme ça. Alors, d'une part, il y a aussi un cliché de se dire que les ados sont débiles et passent trop de temps sur Instagram et réfléchissent pas. Et un cliché de se dire que, oh mon Dieu, ils vont passer trop de temps sur les jeux vidéo, alors que les jeux vidéo, c'est aussi un facteur de créativité, de sociabilité. En fait, oui, mais en tout cas, non, mais sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, etc. En fait, on voit aussi que s'il n'y a pas des facteurs de stress vis-à-vis de l'emploi, etc., si vous dites aux gens, choisis les activités que tu veux, les trucs que tu as envie de tenter, etc., on peut avoir des belles surprises. Ça, c'est un peu un pessimisme anthropologique de se dire que les gens vont juste passer leur journée sur Facebook. En fait, et c'est aussi croire que... ils le font déjà en partie sur leur lieu de travail, dans les temps où ils s'ennuient. Ils le font déjà en partie pour compenser des frustrations sociales, du stress, etc. Ils préfèrent jouer à Candy Crush que d'ouvrir un bouquin. Donc je veux dire, si vous leur donnez encore plus de temps, mais est-ce que les gens vont vraiment passer 10 heures par jour à jouer à Candy Crush? Ou est-ce qu'ils le font pas? Bah oui, mais... franchement, attends, est-ce que les gens font pas juste ça pour se détendre à côté d'un travail? Mais oui. Et puis par ailleurs, d'après quelle valeur juger ces activités-là, quoi? Elle est où la valeur intrinsèque? Ton travail, il a du sens, c'est d'élever les gens, c'est de sauver les gens, et donc, vas-y, on t'impose toutes les conditions que tu veux, et on t'impose toutes les contraintes que tu veux. Et je pense que les professions qui aujourd'hui ont beaucoup de sens, qui sont considérées comme ayant du sens, une fonction sociale importante, etc., les vocations, en fait, c'est aussi un discours qui te permet d'imposer n'importe quelle condition de travail. Oui, mais attends, parce que depuis le début, il y a quand même la question de la subjectivité des personnes. Tu vois, je trouve que tu t'écartes un tout petit peu, en tout cas par l'analyse macro, et tu as raison, parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Mais qu'est-ce que tu fais de la subjectivité des personnes qui certes est peut-être déterminée, etc. Enfin, comme tu vois, la subjectivité, donc, oui. Toujours, de toute façon, on est toujours au croisement d'une individualité et puis de ces déterminismes. Et donc, toujours est-il que des personnes qui réellement aspirent à trouver du sens à leur travail, ou à l'inverse souffrent de ne pas en trouver, je trouve que c'est un point, à mon sens, qu'on ne peut pas juste écarter, en tout cas en le ramenant aux considérations macro. Et à ce titre, est-ce que tu penses que ça serait une façon de considérer la question qu'elle passe pour le travail en 2020, c'est aussi comment faire en sorte qu'il puisse avoir tout son sens. Est-ce que pour toi la seule réponse finalement c'est de le réduire ou de l'isoler, ou est-ce qu'il peut être réinvesti d'un sens? Oui, tu parlais de remettre le travail. Oui, mais il peut. En fait, ce que je veux dire, c'est que la capacité d'investissement de sens aussi, elle dépend énormément de la fonction sociale, de la place sociale qu'on occupe, en fait. Et c'est très difficile, en fait, je pense, d'avoir une réponse générale qui vaudrait autant pour les cadres qui s'ennuient dans leur CDI que pour les ouvriers non qualifiés à qui on demande en fait de nettoyer nos gares, nos écoles, etc. Et c'est évident que la question du sens, elle se pose pas de la même façon. Après, je suis d'accord sur le fait que certains vont vous dire, je suis fière d'appartenir à cette institution, etc. Pour moi, elle a du sens. De bien faire le travail. Il y a une mise à mort du travail. Enfin, je pense, c'est le titre d'un documentaire, La mise à mort du travail, qui date d'il y a une dizaine d'années, et où il montrait que dans beaucoup de travail, que ce soit cadre ou simple salarié non qualifié, on a dénaturé le travail pour augmenter les profits, et ce qui fait que le travail perd son sens parce qu'il a perdu son utilité. C'est ce que disait, c'est ce qu'il disait quand il disait on ne donne que 25 minutes pour réparer quelque chose. On a tué son travail. Oui, mais ça c'est considéré qu'il y avait une nature du travail qui était différente auparavant. Après, une valeur. En fait, c'est vrai qu'il y a cette question que j'arrive pas à débrouiller depuis le début. Alors, je suis un vieux monsieur, je me suis beaucoup amusé avec les idées que tu as défendues quand j'avais ton âge. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, si je parle honnêtement, à concevoir
une vie qui va vers sa dignité, une vie qui avance hors du travail. Hein. On n'a pas encore dit ça. Travail n'est pas entendu comme contribution, comme œuvre. N'est-ce pas si vous avez une comme œuvre en fait. C'est vrai que et je ne vois pas même dans le travail de la pensée, dans le travail de la philosophie contemporaine, des choses qui soient aussi puissantes que ce que pouvait dire Hegel en son temps pour nous amener à une autre façon d'envisager le travail. Et c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup été touché par les œuvres des écrits de Simone Weil, par exemple, qui arrive à la conclusion qu'une République idéale, ce serait une République de travailleurs. Une République de travailleurs, à la condition, bien sûr, quand elle a travaillé 2 ans, je crois, dans ces usines, elle faisait des mémos contremaître au patron pour organiser le travail avec une autonomie laissée aux travailleurs et une capacité des travailleurs à penser la manière dont ils allaient travailler, dont ils allaient produire, dont ils allaient remplir sans doute les objectifs. Donc la question que je me pose, c'est y a-t-il pour nous qui ne sommes pas des aristocrates, qui arrivons après, voilà, qui ne sommes soutenus, enfin, qui n'avons aucune raison de trouver notre dignité, enfin, qui sommes soutenus par des croyances ou des traditions qui nous permettraient de trouver notre tradition, notre dignité hors du travail. Y a-t-il pour nous autre chose que le travail? Et la question n'est-elle pas comment est-ce que l'on crée des collectifs de travail où chacun finalement participe à la délibère sur la meilleure manière de travailler. Sur Hegel et sur Weil. Chez Hegel, le travail a une conception encore beaucoup plus large que ce qu'on dit là. Parce que chez Hegel, l'activité de travail, c'est l'activité même de l'esprit. Et il va parler du travail du concept qui se développe et qui se diffuse chez les idées. Donc, on a un concept de travail qui est en fait le plus étendu qu'on ait jamais eu dans l'histoire des idées. Par ailleurs, Hegel considère que le travail matériel de production de moyens pour subvenir à nos besoins, c'est qu'une phase du travail humain et qu'il est voué potentiellement à être dépassé, et du moins que d'autres activités de travail, comme le travail intellectuel, philosophique, artistique, religieux, valent plus que le travail au sens de production de moyens. Donc ça me semble un peu reprendre d'une certaine façon aussi la distinction chez Arendt entre le travail reproduction, la nécessité, tout ça, et le travail de l'œuvre qui est durable, etc. Donc ça, c'est les phases plus élevées chez Hegel. Elle parle d'œuvre. Oui. Elle dit qu'il faudrait que l'objet de son travail soit une contemplation. Voilà, soit une contemplation, etc. Alors, sur Weil. Weil a une idée où elle dit pour elle, il vaut mieux être libre toute sa vie dans son travail que de ne subir un travail contraint que 2 heures par jour. Eh ben moi je préfère une situation où je subis un travail contraint que 2 heures par jour ou qu'une journée par semaine et où tout le reste est du temps libre que j'ai pour moi et vis-à-vis duquel je n'ai aucun compte à rendre à personne. Mais ça, je pense que c'est une distinction, en fait, enfin, c'est une question de choix et aussi de choix politique. Parce que sur la question de est-ce qu'on arrive vraiment à se rendre libre au travail et à l'investir d'un sens, eh ben pourquoi pas. Bon courage, vous m'appelez quand vous avez trouvé. J'ai pu explorer certaines expériences réussies, éphémères, fragiles, mais qui ont existé d'entreprises. Alors on appelle ça libéré ou autre. Mais même voilà, un entrepôt de Décathlon par exemple, et j'étais vraiment stupéfait par la bonne humeur et la tonicité des gens qui y travaillaient parce qu'ils contrôlaient le truc et c'est eux qui décidaient de comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour délivrer ce qu'il y a à délivrer. Et ça a été vraiment ça a été pour moi des vrais chocs de me rendre compte que finalement la seule chose qu'un travailleur demande, c'est de pouvoir faire les choses de la manière la plus juste, de la manière la plus efficace, de la manière la plus sensée, et que là, tout d'un coup, finalement, voilà, la vie quotidienne trouve son sens. Oui, mais pourquoi pas? Si on peut améliorer, en fait, les propositions de MEDA, etc., ne visent pas à dire, continuons à travailler dans de mauvaises conditions. Ce serait plutôt de dire, on peut améliorer les conditions de travail pour en effet permettre aux travailleurs de participer à la décision sur leurs conditions de travail, etc. On peut permettre une amélioration effective des conditions de travail, mais dans un contexte, c'est aussi ça, un contexte plus sociologique, dans un contexte où on a l'impression que les gains de productivité des dernières décennies ont été énormes, ce qui nous permet de produire toujours plus en moins de temps. On a l'impression qu'une partie de la société n'arrive pas à trouver d'emploi adéquat parce qu'il y aurait une crise de l'emploi, une crise du chômage, etc. Et par ailleurs, une partie de notre économie repose sur une économie de services où vous avez une partie des gens qui font du Deliveroo et qui en fait servent une partie de la société qui a les moyens de s'acheter leur temps. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut pas réduire le temps de travail pour mieux le répartir auprès de tous et améliorer ses conditions de travail aussi pour permettre aux personnes de participer à la prise de décision, etc.
Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que de dire il n'y a que l'amélioration des conditions de travail qui compte et il n'y a que l'amélioration de l'exercice du travail qui compte, bah en fait c'est imposer une forme d'activité à tout le monde. Et en fait, peut-être que certains vont vous dire non merci. Ok, c'est cool d'améliorer les conditions de travail, mais en fait, ils n'envisagent peut-être pas toute leur vie dans cette activité-là. Et en fait, parce que ils ont envie de donner du sens ailleurs, avec un engagement familial, amical, associatif, etc. Mais en tout cas, tout à fait d'accord pour améliorer les conditions de travail, mais pourquoi vouloir imposer l'épanouissement dans le travail à toute la population ? Si je peux me permettre, on a fait une vidéo il y a quelques mois sur un livre qui s'appelle Apicratie. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a tout un discours managériel pour trouver du sens dans son travail, être heureux et s'épanouir dans son travail. Et en fait, ça fait partie aujourd'hui d'un vocabulaire de la contrainte, de la part des employeurs, mais aussi quand on est auto-entrepreneur, d'une sorte d'autocontrainte qu'on se donne pour ne pas chercher des formes alternatives de donation de sens à sa vie. Et d'ordinaire, quand on enjoint les travailleurs à trouver du sens dans leurs tâches, on ne les encourage pas à réfléchir à autre chose, à d'autres manières d'occuper leur vie. On leur demande juste d'être heureux pour être plus productifs. Et bien sûr qu'on peut trouver des activités où pendant un moment, des activités de travail où pendant un moment on s'épanouit, mais tant qu'on reste sous la contrainte, le coup près de faire une entreprise rentable, de devoir payer ses factures à la fin du mois, quand bien même ça peut être excitant parfois comme aventure humaine, il reste toujours quelque chose d'extrêmement stressant et d'extrêmement pesant. Et aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, les burn-out, les fatigues du travail, l'impression de bullshit job, ce sont de souffrances réelles. Et c'est pas simplement en réinvestissant de sens le travail qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes, c'est parfois peut-être en se libérant de la contrainte de tout simplement travailler, et à ce moment-là, on sera forcé de se demander ce qu'on veut faire de notre vie et quel est le sens de nos vies, mais pas quel est le sens de notre travail. Moi, je pense qu'on peut chercher un sens à sa vie dans des activités qui ne vont pas être lucratives pour nous, que c'est même plus probablement là qu'on le trouvera, le sens de sa vie. Et si les activités lucratives, si l'argent nous est donné par d'autres voies que les activités dans lesquelles on trouve du sens, forcément... C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on a une crise climatique qui arrive, avec le réchauffement climatique, et que le dit de travailler pour satisfaire nos besoins, le problème c'est que pour les jeunes, bon, vous ça ne vous pas trop, désolé. Mais je veux dire, vu le réchauffement, les jeunes ils disent pas seulement il faut que je survive à mes besoins, ils disent il faut que je survive tout court. Parce que dans 50 ans, à cause de la crise climatique, il fera 20 degrés de plus et je vais mourir. Donc, non mais et le subvenir à nos besoins, dès lors qu'on est dans une conception un peu illimitée des besoins parce qu'on nous propose toujours de plus, en fait, il faut aussi un choix de société sur quels sont les besoins dont on a vraiment besoin. Est-ce qu'il n'y a pas certaines tâches qui sont aujourd'hui accaparées qui sont aujourd'hui du travail dont on peut se passer? Est-ce qu'on a besoin de pub pour choisir entre Heinz et Amora, quoi? Bah oui, mais en fait, non. Est-ce que si on réfléchit comme ça, on n'a plus besoin de la pub, on n'a plus besoin d'analyser les marchés, on n'a plus besoin d'analyser la performance de certaines activités, etc. Et en fait, il y a plein de tâches qui aujourd'hui occupent certains emplois dont on peut discuter de l'utilité sociale, en fait. C'est un point qui n'avait pas été encore soulevé. Oui. On n'a pas parlé de l'argent. Enfin voilà, moi ce que je trouve très très compliqué, et je trouve qu'il faut une énergie et une communauté de dingue pour arriver aujourd'hui en 2020 à décorréler la valeur que l'on s'accorde à la valeur monétaire que l'on reçoit. C'est vraiment une question très entêtante que j'ai aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on parvient à créer un écosystème où je vais ressentir que j'ai de la valeur alors que qu'on me file que 12 euros par mois. Ça, moi je parlais du travail proprement dit. Là tu amènes la question de est-ce qu'il n'y a pas des produits de consommation, des produits que l'on fabrique aujourd'hui dont on pourrait décider de se passer. Oui, et c'est pour ça de se passer avec l'accélération. Et c'est pour ça que l'organisation en fait sociale de la production et du travail, c'est une question politique, de savoir dans quelles activités on a envie à la fois que l'État investisse en tant que potentiel investisseur et dans quelles nous on a envie
envie d'investir nos vies, en fait, et de savoir quelles sont les activités, comment on peut trancher entre ces activités-là. Certains ont aussi besoin d'une voiture et donc des besoins en pétrole qui ont des conséquences sur la planète. C'est aussi parce que notre organisation géographique, elle est comme ça, parce qu'il y a des gens qui habitent loin de leur lieu de travail, qu'il n'y a pas forcément de transport en commun, et c'est aussi ça qui fait qu'on multiplie nos besoins. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas forcément eu d'organisation concertée du lieu de vie, du lieu de travail, de la répartition géographique, et que ça pose des problèmes d'organisation collective. Mais c'est pour ça que, pour moi, toutes ces questions d'organisation de la production et du travail, c'est des questions politiques qu'il faut qu'on se pose, en fait, parce que c'est pas, il y a rien qui se fait automatiquement. Quelle réponse politique tu proposes à ces questions politiques que tu poses? Toi, tu veux parler du revenu universel? Parce que vous savez que Jim, à plusieurs reprises, a évoqué ce sujet qui est en effet lié à la critique que tu poses, que tu adresses à la place qu'on accorde au travail dans nos vies. Donc le revenu universel comme réponse à ces critiques. Est-ce qu'on peut en débattre? Enfin, je veux dire, parce que ça lève aussi. On n'a pas le temps? Non, mais alors. En fait, de toute façon, si le revenu universel, s'il est conçu comme une façon de fusionner toutes les aides sociales, de supprimer des bureaux, etc., et si ça reste un minimum, ça va pas changer grand-chose. En fait, il faudrait, d'une part, que ce soit un moyen de sortir de la société de l'emploi, et donc c'est pour ça que Gors le proposait à la fin, en disant, à la fin de sa vie, en proposant en fait des moyens concrets qui permettent aux individus de survivre sans avoir besoin d'avoir un emploi qui peut être le lieu de 1000 contraintes non choisies, et donc comme une possibilité de sortir d'une société de l'emploi si on n'en veut pas. Dans un scénario du revenu universel, tout le monde peut continuer à travailler, mais en tout cas, tous ceux qui font leur travail uniquement pour une contrainte économique et de sécurité sociale pourraient s'en voir libérés. Et ensuite, bien sûr que ça demande une organisation aussi au niveau du contrôle des prix, etc. Parce que si vous mettez un salaire universel à 1000 € et que d'un coup, toutes les entreprises augmentent leurs prix, tous les biens de consommation augmentent les prix, augmentent, et les biens nécessaires à la vie augmentent, vous allez juste vous retrouver dans une situation où les prix ont augmenté et où tout le monde continue à avoir un emploi. Mais la façon dont Gors envisageait le revenu universel, c'était vraiment un moyen pour les individus de sortir de la société de l'emploi, s'ils en ont envie. S'ils n'ont pas envie, ils peuvent continuer à travailler comme ça, mais s'ils ont envie de sortir de la société de l'emploi pour faire autre chose, pour s'occuper de leurs enfants, ils peuvent.